Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce 6e et dernier épisode en 2 parties de notre série sur Élisabeth II, je vous raconte comment la reine est parvenue à reconquérir l'estime et le respect de son peuple après une décennie chaotique marquée par le scandale et la tragédie. Seconde partie, les triomphes de la reine. Si la reine est préoccupée par les incartades de Harry, elle l'aime tendrement et espère que la vie militaire va contribuer à le stabiliser. Quant à William, l'héritier en second, il lui donne toute satisfaction. Après Eton, période pendant laquelle elle l'a beaucoup vu, il n'opte pas pour Cambridge, contrairement à son père et à son grand-père. Il poursuit ses études à l'université écossaise de St Andrews. On a dit qu'il l'avait choisi pour fuir la pression médiatique qui pesait sur lui à Londres, mais il y a peut-être une autre raison. St Andrews se trouve en Écosse, cela peut donc être interprété comme une façon d'honorer ce territoire essentiel du Royaume-Uni. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente université. Et ce coup de projecteur va en faire la plus attractive du royaume. On raconte que beaucoup de mères de la bonne société s'empressent d'y inscrire leurs filles en espérant qu'elles attirent l'attention du prince. Les débuts de William sont assez laborieux. Le niveau est très exigeant. Il s'est inscrit en histoire de l'art et ne se sent pas à la hauteur. Une amie, Kate Middleton, lui conseille alors de changer d'option et de choisir la géographie où il excellait à Eton. Elle lui propose aussi de s'installer en colocation avec elle et d'autres étudiants dans une maison en ville car la résidence universitaire est déprimante. Ils sont 4, William, Kate et 2 autres garçons. Kate aide beaucoup William. Le prince en fait part à son père et à ses grands-parents et la jeune femme est rapidement invitée aux vacances de ski à Cloisters, en Suisse, avec Charles et à Balmoral avec Élisabeth et Philippe. La jeune fille devient la girlfriend officielle du prince. Mais en 2007, à la fin de son cursus, il annonce sa séparation d'avec Kate Middleton. Déception pour la presse, c'est la fin d'un couple idéal qui faisait recette. William intègre alors l'académie militaire de Sandhurst. Il quitte l'armée au début 2009 après avoir suivi une formation d'officier chef de char en 2008, puis des stages dans la Royal Navy à la Royal Air Force, d'où il sort pilote d'hélicoptère, un parcours sans faute. Lors de sa rupture avec le prince en 2007, Kate Middleton a été traquée par les médias, mais elle a su rester digne, ne faisant aucune déclaration et gardant toujours le sourire. William a été moins élégant. Il avait fêté son célibat dans un club londonien en s'exclamant « Je suis libre !» En réalité, c'est son groupe d'amis qui l'a poussé à la séparation. Il faut dire qu'ils avaient toujours traité la jeune femme avec mépris. Fille d'un ancien contrôleur aérien et d'une ancienne hôtesse de l'air qui ont fait fortune dans la création d'un site internet vendant des articles pour des fêtes et divers événements, elle faisait figure de parvenue. William avait aussi peur que Kate ne supporte pas l'attention constante subie par tout membre de la famille royale. Ni Charles ni la reine ne se sont mêlés le moins du monde de cette romance. Mais après son passage dans l'armée, William recommence peu à peu à voir Kate. S'est-il éloigné de ses influences snobs ou a-t-il tout simplement gagné en maturité? Il ne le dira pas, mais force est de constater que les anciens amoureux se revoient d'abord discrètement, puis tout à fait ouvertement. Et le 13 novembre 2010, ils annoncent officiellement leur fiançailles. Oh, he's a true romantic, and it was very romantic. Ils apparaissent rayonnants, très à l'aise. Stupeur! Kate porte le saphir entouré de diamants que Charles avait offert à Diana pour leur propre fiançailles. Le symbole est écrasant, mais la jeune femme ne paraît pas s'en soucier. Elle fait négligemment scintiller le joyau à sa main gauche. Tout comme Diana, elle le porte à chacune de ses apparitions. Le mariage de William et Kate, le 29 avril 2011, fait le bonheur de la plus grande partie des habitants du Royaume-Uni. Un sondage, réalisé la veille, le démontre. 76% des Britanniques confirment leur attachement à la couronne. C'est une union moderne.
Elle lie la maison royale à la famille Middleton, les premiers roturiers admis à pareil honneur en 350 ans. I, William Arthur Philip Louis, I, William Arthur Philip Louis, take thee, Catherine Elizabeth, take thee, Catherine Elizabeth, to my wedded wife. to my wedded wife. I, Catherine Elizabeth, I, Catherine Elizabeth, take thee, William Arthur Philip Louis, take thee, William Arthur Philip Louis, to my wedded husband. to my wedded husband. Un très beau spectacle, comme seule la monarchie britannique sait en organiser. Pour la cérémonie, c'est l'abbaye de Westminster qui est choisie, peut-être parce que la cathédrale Saint-Paul n'avait guère porté chance à Charles et Diana. À la sortie de l'abbaye, William et Kate s'installent dans un landau d'État datant de 1902. Lui en uniforme rouge, elle dans une robe de satin et dentelle de cauderie ivoire, dessinée par Sarah Burton, directrice artistique de la maison Alexander McQueen. Ses cheveux sont ornés d'un précieux diadème prêté par la reine. Le véhicule emmène le couple jusqu'à Buckingham Palace. La jeune mariée démontre une maîtrise immédiate du Royal Wave pour saluer la foule. Les 2 baisers successifs réclamés par les badauds au balcon du palais sont infiniment plus convaincants que le furtif baiser arraché à Charles par Diana 30 ans plus tôt. Tous les records d'audience télévisuelle sont pulvérisés. La cérémonie est suivie par 2 milliards de téléspectateurs dans 180 pays. Pour la reine, c'est une grande réussite. Elle donne même son autorisation pour qu'une partie du 4e étage du palais soit transformée en discothèque pour 300 invités, avec une boule à facettes réclamée par Pippa, la sœur de Kate, dont la sublime silhouette a hypnotisé le monde entier lors de la cérémonie quelques heures plus tôt. Quant au DJ, c'est Harry, le noctambule, qui s'est chargé de la sélection, après de consciencieuses recherches. I got a feeling. Assez tôt, dans le calme de Windsor. Seule ombre à ce mariage idyllique, le comportement de la duchesse d'York, la fameuse Fergie. Depuis son divorce en 1996, elle n'a cessé d'accumuler les dettes. Elle avait pourtant gagné une petite fortune en devenant aux États-Unis l'ambassadrice de Weight Watchers, mais le contrat est rompu parce que la duchesse a repris du poids. En 2008, elle coproduit un film sur les jeunes années de la reine Victoria avec Martin Scorsese. Il est très réussi, mais il a coûté trop cher et Fergie s'est encore endettée. Mais le pire survient en juin 2008 lorsqu'elle se fait piéger par un journaliste qu'elle prend pour un homme d'affaires. Rencontré dans un bar d'hôtel, il lui demande de l'aider à contacter son ex-mari, le duc d'York, alors ambassadeur pour la promotion des industries britanniques dans le monde entier. La duchesse, assez éméchée, est filmée par une caméra cachée au moment où elle propose de l'aider moyennant 500 000 $. Une fois de plus, Fergie fait la une des tabloïds dans une posture accablante. Andrew a vendu leur propriété clinquante dans le parc de Windsor au président du Kazakhstan pour 25 millions de $. Depuis, il vit à Royal Lodge, l'ancienne résidence de sa grand-mère dans le parc de Windsor. Il y accueille ses filles, Béatrice et Eugénie, mais aussi son ex-épouse. À la veille du mariage de Kate et William, c'est lui qui inquiète la reine. En mars 2011, il apparaît dans tous les journaux britanniques en compagnie d'un milliardaire américain empêtré dans une sordide affaire de prostitution de mineurs. On ne retient pas son nom à l'époque, il s'agit du pédocriminel Jeffrey Epstein.
Si le duc d'York n'est alors pas encore impliqué personnellement dans l'affaire, c'est tout de même un scandale. Par ailleurs, les services secrets britanniques avertissent la reine que le prince a des relations douteuses avec de soi-disant investisseurs et autres oligarques de République d'Asie centrale. Andrew a-t-il profité de sa mission d'ambassadeur chargé de promouvoir le commerce et l'industrie au Royaume-Uni pour traiter des affaires plus personnelles? Une partie du gouvernement souhaite sa démission, mais David Cameron, Premier ministre depuis le 11 mai 2010, apporte son soutien au fils de la reine. Celle-ci le sermonne, mais elle est soulagée que ce début de scandale ne soit pas venu ternir les festivités du mariage de Kate et William. Lors d'une cérémonie privée à Windsor, elle promeut même Andrew Grand Croix de l'Ordre de Victoria, une façon de signifier que, pour elle, l'affaire est close. Mais cet immense honneur est-il bien mérité, ou la reine n'a-t-elle fait que protéger son fils préféré une fois de plus? Pour son jubilé de diamant, 60 ans de règne, le 3 juin 2012, Élisabeth II a voulu un événement si exceptionnel qu'il dépasse toutes les célébrations précédentes. En écho à la parade du roi Charles II Stuart qui, en mai 1662, avait descendu la Tamise, accompagné d'une véritable armada richement décorée, pour célébrer son mariage avec Catherine de Bragance, la souveraine a souhaité qu'une armada de bateaux escorte la sienne sur 11 km de Battersea Park à Tower Bridge. À 14h30, elle monte, accompagnée de la famille royale, à bord du Spirit of Chartwell, une barge redécorée dans le goût du XVIIe siècle. Le navire est un véritable jardin. 90 guirlandes, 140 plantes et des milliers de fleurs. Sous un dais de bois doré, 2 fauteuils de velours cramoisi attendent la reine et le duc d'Édimbourg. Mais ils restent finalement debout, saluant la foule sur les berges, sans manifester la moindre fatigue pendant tout le trajet. Le défilé fluvial est époustouflant. La flottille royale s'avance au milieu d'un alignement de voiliers et le Tower Bridge s'ouvre pour laisser passer l'extraordinaire convoi formant une sorte d'arc de triomphe. Les canons tonnent, le feu d'artifice est tiré depuis les tours du pont. Devant les docks, un bateau appelé Symphony accueille le London Philharmonic Orchestra pour enchaîner divers hymnes jusqu'à l'obligatoire God Save the Queen. Il pleut, mais Élisabeth II, véritable reine de diamant, reste debout face au vent de l'histoire. Les festivités se suivent et ne se ressemblent pas. Le 27 juillet 2012, pour l'inauguration des Jeux Olympiques, Élisabeth II accepte d'apparaître dans un film très court où elle interprète son propre rôle. À 86 ans, elle n'oublie jamais que l'humour est dans l'ADN des Windsor. Un taxi s'arrête devant Buckingham Palace. Un homme en descend en smoking, c'est James Bond, l'agent 007, incarné par Daniel Craig. Il est accueilli par les 3 corgis de la reine et un majordome qui l'accompagne à son bureau. Mr. Bond, Your Majesty. Vêtue et chapeautée de rose, elle accueille son visiteur. Good evening, Mr. Bond. Il répond « Good evening, Your Majesty ». La reine se lève, tous deux empruntent un corridor, descendent l'escalier accompagnés des mêmes corgis et majordomes. Un hélicoptère les attend, ils y montent. 5 secondes plus tard, l'appareil survole le stade olympique. La souveraine et James Bond s'élancent dans le vide avant d'ouvrir leur parachute aux couleurs de l'Union Jack. Sensation internationale. L'année suivante apporte une autre occasion de se réjouir pour Élisabeth II. Le 22 juillet 2013, la duchesse de Cambridge, Kate, accouche à 16h24 à l'hôpital Sainte-Marie d'un garçon de 3,8 kg, George. Le baptême du petit prince est immortalisé par une photo que la reine a voulu comme un pendant à celle de Victoria dans la même situation en 1895. Sur une même photo, la souveraine régnante, son héritier le prince de Galles, Charles, l'héritier en second, William, et en 3e position, George, en robe de baptême dans les bras de son père. 4 générations de Windsor sur une même photo. Effectivement, on n'avait pas vu cela depuis Victoria. Mais 2 ans plus tard, la reine est préoccupée. Le Premier ministre écossais a proposé à ses compatriotes de voter pour ou contre l'indépendance de leur pays.
Il faut rappeler que l'Écosse jouit d'une large autonomie, avec un parlement, un premier ministre et un gouvernement. L'indépendance est un cauchemar pour Élisabeth, à moitié écossaise par sa mère et si attachée à ce territoire qu'elle y passe ses vacances d'été depuis sa naissance. Le 18 septembre, l'Écosse refuse l'indépendance à 55,3%. Ouf! La reine en aurait ronronné de plaisir d'après David Cameron qui lui a annoncé la bonne nouvelle. Mais les volontés séparatistes ne vont pas tarder à réémerger, cette fois côté anglais. L'année 2016 prend une dimension exceptionnelle au Royaume-Uni. On célèbre en même temps les 90 ans de la reine et les 95 ans du duc d'Édimbourg. Une fois de plus, Élisabeth II innove. Le 11 juin 2016, un immense pique-nique est organisé sur le Mall, cette grande avenue qui relie Buckingham Palace à Trafalgar Square. 10 000 convives, représentant les 600 associations et fondations que parraine Sa Majesté, prennent place autour de 1700 tables et 10 000 paniers pique-nique sont distribués. Tout a été organisé par la princesse Anne et son fils Peter Phillips. Le duc de Cambridge remercie publiquement sa grand-mère. « Granny, merci pour tout ce que tu as fait pour notre famille. Nous te souhaitons un bon anniversaire. » Puis, toute la jeune génération Windsor, William, Kate, Harry, Eugénie et Béatrice vont à la rencontre de la foule. Mais la belle fête va être un peu gâchée car le Premier ministre David Cameron, certain d'obtenir une réponse positive, organise 15 jours plus tard, le dimanche 25 juin 2016, un référendum pour savoir si le Royaume-Uni veut rester ou non au sein de l'Union européenne. Patatras, le résultat est non à 51,9%. Le Brexit est en route. Personne ne doit savoir ce que pense la reine, elle se contente d'un laconique « Je suis toujours là ». L'année suivante, pour ses 96 ans, Philippe annonce son retrait de la vie publique. Il n'apparaîtra plus que dans des occasions familiales et privées. L'anniversaire du duc d'Édimbourg est endeuillé par les attentats terroristes de Londres et de Manchester qui, en mars, mai et juin, font 35 morts et 116 blessés, sans oublier l'incendie de la tour Grenfell, le 14 juin, qui fait 71 victimes. Triste année. Après ces frasques retentissantes, Harry a changé. Il a poursuivi sa carrière militaire, s'est battu à 2 reprises en Afghanistan, risquant sa vie. Il réalise qu'on ne le laissera plus s'exposer de cette façon. Alors il va mettre en pratique une idée remarquable, les Invictus Games, autrement dit des Jeux olympiques pour les nombreux soldats et officiers blessés, handicapés ou traumatisés au combat. Les premiers ont lieu à Londres en septembre 2014 et sont un grand succès. Enfin, on dit du bien de Harry. 2 ans plus tard, il rencontre une actrice américaine, Meghan Markle, héroïne du feuilleton télévisé Suits. Elle a 34 ans, 3 ans de plus que le prince, elle est afro-américaine et divorcée. Il en tombe immédiatement amoureux. Ils apparaissent pour la première fois officiellement ensemble au Canada, aux Invictus Games de Toronto, en septembre 2017. Leurs fiançailles sont annoncées en novembre la même année et au Noël suivant, à Sandringham, Meghan est accueillie très chaleureusement par la reine et la famille royale. Élisabeth II a donné son accord sans hésiter. Pour elle, seul compte le bonheur et l'équilibre de son petit-fils si tourmenté. Le mariage est fixé au 19 mai 2018. La date a été choisie pour permettre à la duchesse de Cambridge d'être présente. Le 23 avril 2018, elle donne en effet naissance à son 3e enfant, après George et Charlotte, née en 2015. Un petit prince prénommé Louis en souvenir de Lord Mountbatten, le parrain de Charles. Un record pour Kate, elle n'a passé que 7 heures à la clinique, l'accouchement a été express. Le mariage de Harry et Meghan dans la chapelle Saint-Georges de Windsor est un superbe spectacle. Le domaine de Windsor a son plus beau dans cette magnifique journée de printemps, la lumière rayonnante, les fleurs, les invités. Un seul petit couac, l'étonnant sermon du révérend Curry, qui s'apparente à un show religieux. Personne n'a bronché, mais cette allocution, suivie de gospel, a fortement américanisé la cérémonie. La volonté de Meghan, sans doute.
Le wedding breakfast de 600 couverts, organisé par la reine, a lieu dans le château. Le soir, le prince Charles offre un dîner à 200 personnes à la résidence de Frogmore dans le parc de Windsor. Une belle journée malgré l'absence du père de Meghan et les révélations douteuses de sa demi-sœur. Très vite, elle est enceinte et accouche le 6 mai 2019 d'un petit Archie. Contrairement à tous les usages, le public reçoit très peu d'informations sur cette naissance et encore moins de photos. On note une volonté d'extrême discrétion, voire de dissimulation un peu étrange après la grande médiatisation du mariage. En septembre, le couple fait un voyage officiel avec le bébé en Afrique du Sud. Là, Harry et Meghan vont s'épancher. Harry contre les photographes qui les harcèlent, une obsession. Meghan se plaignant qu'on ne s'occupe pas d'elle ni de ses souffrances, toute chose non conforme au comportement habituel de la famille royale, mais qui évoque fâcheusement les plaintes de Diana. Cette attitude, la reine ne peut pas la supporter. Tout s'enchaîne alors très vite. Le départ de Harry, Meghan et Archie au Canada, leur absence à Sandringham à Noël, leur déclaration de vouloir renoncer à la vie publique et vivre de leurs propres ressources, tout cela sans même avoir prévenu Élisabeth II. Des négociations laborieuses ont lieu à Sandringham entre Harry, sa grand-mère, son père et son frère William. Leur installation au Canada, puis à Los Angeles, les déclarations récentes très désagréables de Harry à propos du supposé racisme des Britanniques constituent une fracture familiale qui choque l'opinion. Elle a certainement atteint la reine, mais comme à son habitude, elle n'a absolument rien laissé paraître. Confinée à Windsor par la crise sanitaire, elle fait le 8 mai 2020 une déclaration qu'elle seule, parmi tous les chefs d'État du monde, pouvait faire. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, elle a connu la souffrance du peuple britannique. Son expérience lui permet de dire que la population du Royaume-Uni, courageuse, triomphera aussi de la crise du Covid. Elle est la reine, incarnation de l'union nationale. Elle est toujours là. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques. Élisabeth II par Sarah Bradford, Penguin Books, nouvelle édition 2002. Queen Elizabeth the Queen Mother par William Shawcross aux éditions Pan Books 2009. George VI par Sarah Bradford aux éditions Penguin Books 1989. Élisabeth II la Reine par Jean Descartes aux éditions Perrin 2018.